Et un fauteuil vide, celui des pouvoirs publics qui, pour la première fois depuis qu'existe cette émission, ont refusé de venir s'expliquer devant nous. Mais l'émission aura tout de même lieu, vous aurez toutes les informations, les révélations, et ce soir encore, à Médiation, nous ferons bouger les choses. Il m'a frappé et il m'a violé. Avant que j'ai des souffrances atroces, ne me parle pas le fium qui me soigne. Vous voyez pas que la justice te fait rire, hein? Elle fait rire, la justice, là. Non, moi je veux vous dire. Pourquoi c'est faux? Faire un enfant en se disant qu'il va vivre 6 mois. Mais qu'est-ce que vous nous proposez? La version de la police, elle est fausse. Elle est fausse, il n'y a rien de vrai. Vous attendez quoi pour faire des lois, messieurs? Vous attendez quoi? Bonsoir. Donc, dans ce fauteuil, aurait dû prendre place le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou quelques hauts responsables de la sécurité en France qui tous également ont à répondre des écoutes téléphoniques. Ils ont préféré s'abstenir parce qu'en France, ce sujet est tabou. Et je dois dire que les pouvoirs publics ont véritablement tout fait à force d'interdiction, d'obstruction pour nous dissuader de faire cette émission. Eh bien, avec Richard Michel, Jean-Claude Catala, Michel Diard et toute l'équipe de médiation, nous la ferons pourtant parce que simplement nous estimons que vous avez droit en tant que citoyen à ces informations. Alors, ces informations, nous vous les donnons avec le gouvernement, sans le gouvernement. Ce soir, nous devrons vous les donner, hélas, contre le gouvernement. Maître Vergès ? Oui, je constate que ce fauteuil est vide, ce fauteuil du gouvernement. C'est un aveu de culpabilité, c'est l'aveu du crime. Mais de reconnaître son crime ne veut pas dire que le gouvernement a l'intention de se corriger. Car je vois ici sur le 3e rang les oreilles qu'il nous a envoyées. Donc ici, pas de représentant du gouvernement, ici, ses oreilles sur le 3e rang. Cela veut dire que le gouvernement reconnaît qu'il est coupable, mais a l'intention de continuer ce système des écoutes, qui est un attentat non seulement contre les espions et les terroristes, mais contre tous les Français. La femme qui divorce, le contribuable, le dirigeant de petite ou moyenne entreprise. Je crois que Maître Vergès a démontré très brillamment pourquoi le gouvernement ne peut pas venir facilement à un débat de cette sorte, puisqu'il semble que les écoutes téléphoniques suscitent des passions tout à fait peu justifiées, à mon avis d'ailleurs. Monsieur Melnick, d'un mot, je précise que vous êtes en quelque sorte, on en reverra, le père des écoutes téléphoniques. Je suis le père des écoutes téléphoniques. Et vous comprenez que le gouvernement se dérobe. J'approuve entièrement, et si vous voulez, ça fait 30 ans que je ne suis pas aux affaires, mais l'absence du gouvernement s'explique pour des raisons purement logiques et purement techniques. Aucun gouvernement n'a jamais participé à un débat télévisé sur les écoutes téléphoniques. Pourquoi ? Parce qu'on va parler fatalement des écoutes administratives. Les écoutes administratives sont des écoutes de sécurité publique et les écoutes de sécurité publique sont couvertes partout par le secret défense. Alors, n'anticipons pas, nous verrons, nous pensons, nous, qu'il y a un abus, justement, de ce secret pour éviter de s'expliquer sur certaines choses, mais je voudrais tout de suite attirer l'attention des téléspectateurs sur un point. Voyez, on a parlé de secret défense. Et quand on dit écoute téléphonique, alors on pense James Bond, on pense espion, agent secret, trafiquant de drogue. Mais pas du tout. Ça nous concerne tous. Et j'en veux pour preuve nos différents témoins. Par exemple, Madame André, vous avez été écoutée. Vous avez été écoutée par qui? Par mon mari. Il faudrait que vous preniez le micro. Par mon mari dans le cadre du divorce. Vous avez été écouté par votre mari. Par le gouvernement. Monsieur Bess, vous avez été écouté. Par un concurrent. Par un concurrent, vous êtes industriel. Monsieur Huvig, vous n'avez pas été écouté dans une affaire d'espionnage? Du tout. C'est pour une affaire commerciale. Une affaire en fraude fiscale? Fraude fiscale. Bon, donc, vous voyez, ces oreilles de l'ombre peuvent capter nos conversations, qui que nous soyons. Alors, qui sont ces gens qui écoutent? Comment procèdent-ils? Eh bien, Richard Michel a mené cette enquête interdite. Voici son dossier accablant. Voilà la réalité des écoutes téléphoniques. Qui êtes-vous? Je suis un professionnel des écoutes sauvages. Pour qui travaillez-vous en général? Essentiellement des sociétés privées qui désirent obtenir des renseignements sur la concurrence
pour avoir des informations techniques, commerciales, financières, etc. Et puis également pour le pouvoir politique, pour des hauts fonctionnaires, soit en exercice, soit à la retraite. Vous avez déjà travaillé pour des ministres? Oui, c'est exact, oui. Des ministres en poste? Les deux. J'ai travaillé pour des ministres en poste et dernièrement j'ai été sollicité par un ancien ministre. Mais pourquoi le pouvoir politique ne fait pas confiance, ne fait pas appel au GIC, au groupement interministériel de contrôle? Je pense que ça permet de conserver un secret bien plus important pour la personnalité politique. Je pense aussi qu'il y a un manque de confiance dans les institutions et également qu'en cas de problème, en cas de découverte de l'écoute, le fait d'être un privé permet d'avoir une meilleure couverture. Et c'est complètement illégal. Là, c'est tout à fait illégal. Et qu'est-ce que vous risquez? On risque de 2 mois à 2 ans de prison et de 2 000 à 60 000 francs d'amende. Ils sont pas au courant, les Espagnols? Oh, ils sont pas au courant, les Espagnols? Le GIC, Groupement interministériel de contrôle, couvert par la notion de secret défense, cet organisme paramilitaire symbolise les grandes oreilles du gouvernement. Il dépend directement du Premier ministre, mais depuis sa création, comme si les plus hautes autorités de l'État en avaient honte, elles le cachent. Monsieur, 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 est-ce que vous pouvez nous dire si nous sommes au GIC, au groupement interministériel de contrôle? On peut voir un officier supérieur. Comment? Comment? Venez rien. Mais attendez, mais je voudrais. Attendez, est-ce que vous pouvez téléphoner au général Menu? C'est pour TF1, c'est pour le magazine Médiation. Comment? C'est pourtant bien là, au 51 boulevard La Tour-Maubourg, dans le 7e arrondissement de Paris, que le GIC est installé. Preuve de son existence, ce témoignage inédit d'un ancien agent de cet organisme d'État. Une écoute se fait à la demande d'un service d'investigation compétent. La demande suit une procédure réglementaire. Il faut donc la signature du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, des PTT, et du Premier ministre qui exerce par là même un contrôle administratif sur le bien fondé de la demande. Est-ce que vous avez déjà essuyé des refus? Absolument. Et pour quelles raisons? Pour des raisons de déontologie ou des raisons de protection des communications du gouvernement. Combien de temps durent ces écoutes téléphoniques? Les autorisations sont délivrées pour une courte période, disons quelques mois. Que faites-vous de ces écoutes? Les enregistrements sont exploités. Nous faisons des synthèses des renseignements obtenus qui sont retransmises aux services demandeurs qui procèdent aux investigations. Vous ne trouvez pas que c'est une atteinte néanmoins aux libertés publiques et à la vie privée des gens? Je n'ai jamais eu le sentiment que la façon dont nous procédons pourrait porter atteinte à une liberté publique de quelconque ou de quiconque. En ce qui concerne la vie privée des gens, nous la protégeons. Elle est protégée par le secret défense. Notre but n'est pas de rechercher le renseignement à sensation pour la presse à scandale. Notre mission est de rechercher le renseignement utile dans le cadre des missions de notre service. En aucun cas, la vie privée des gens, à la suite de ces écoutes, ne peut être divulguée sur la place publique. En aucun cas. Comme cet homme, chaque jour, 24 heures sur 24, plusieurs centaines de fonctionnaires, policiers, militaires du GIC écoutent et analysent des milliers de conversations téléphoniques. Mais au-delà de ces écoutes administratives, organisées par l'État, ce qui amplifie le malaise actuel sur cette question, c'est le développement des écoutes sauvages. Elles échappent à tout contrôle et cela favorise la vente libre de matériel très sophistiqué qui permettent d'espionner n'importe qui. J'ai besoin de procéder à une écoute téléphonique privée. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme matériel à acheter? Nous avons plusieurs choses pour les écoutes téléphoniques.
Si vous voulez quelque chose de très simple, ça sera un radiocassette avec un émetteur minuscule. Qu'il suffit de brancher sur un téléphone Oui, ou sur la ligne carrément. Il faudrait quelque chose de plus sophistiqué, si vous voulez. Alors, le plus sophistiqué, c'est ça. C'est cet émetteur-là, avec un récepteur qui est tout de suite accordé, et vous n'avez pas besoin de chercher la fréquence. Vous allumez, vous êtes directement sur la fréquence, et il suffit de raccorder l'émetteur au téléphone et le récepteur à votre enregistreur. Un matériel qui coûte cher. Ça coûte 6 500 francs, toutes taxes comprises. Est-ce que j'ai une déclaration à faire à la préfecture de police pour informer simplement que je suis en possession de ce matériel ou non? Non, je ne pense pas, parce que c'est un matériel qui est en vente libre, et nous vendons ça depuis 14 ans. Et je n'ai jamais été sollicitée pour avoir à faire des déclarations pour nos clients. Faut-il s'inquiéter d'une telle réalité? Un avis autorisé, celui de l'ancien patron de l'anti-gang, le commissaire Georges Moréas. On peut estimer actuellement que 100 000 personnes sont écoutées chaque année en France. C'est un chiffre assez impressionnant. Mais ce qui est surtout assez impressionnant, c'est la pagaille qui règne dans les écoutes téléphoniques. Car entre les écoutes administratives, celles qui sont ordonnées et contrôlées par le gouvernement, qui sont entièrement illégales, c'est-à-dire que si un magistrat en avait connaissance, il serait obligé d'entamer des poursuites judiciaires, entre les écoutes judiciaires qui, elles, qu'on pourrait estimer du moins légales parce qu'elles sont ordonnées par un juge d'instruction, mais qui en fait sont illégales car condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme, et la France a été condamnée récemment par 2 fois à ce propos, et les écoutes sauvages qui, elles, ne sont absolument pas contrôlées dans la mesure où le matériel, et actuellement le matériel est assez performant, est en vente libre en France, c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter un micro-émetteur, un émetteur ou n'importe quel enregistreur pour faire des écoutes téléphoniques. Alors, on peut dire que c'est vraiment la pagaille la plus complète. Est-ce que vous estimez que c'est un phénomène qui doit nous inquiéter? C'est un phénomène inquiétant en raison du chiffre, qui est quand même assez considérable, mais c'est surtout révoltant. C'est révoltant parce qu'il y a une hypocrisie générale des hommes politiques. Car en France, il n'existe aucun texte de loi qui permet de poser une écoute téléphonique sur un citoyen. Or, il semblerait nécessaire de légiférer, et il me semble que les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui ont souvent fait de très belles phrases à ce propos, pourraient prendre le taureau par les cornes et nous pondre un projet, une proposition de loi qui permettrait une fois pour toutes de dire en France, les écoutes téléphoniques existent, ça se passe comme ça, et chaque citoyen peut en être la victime, si on peut dire, mais en tout cas peut se défendre en cas d'abus. Donc vous l'avez compris, il y a 3 types d'écoutes, les écoutes du gouvernement, les écoutes de la justice et les écoutes de tout le monde. Alors, d'abord, les écoutes du gouvernement. Alors, Georges Moréas, là, je voudrais que vous nous expliquiez un peu plus, parce qu'il faut dire tout de même, vous avez fait une grande enquête là-dessus, vous avez publié tout récemment un livre plein de révélations sur les écoutes téléphoniques. J'espère qu'on va nous le montrer. Alors, l'essentiel de ces écoutes du gouvernement se fait donc dans le GIC, c'est le groupe interministériel de contrôle. Alors, il faut expliquer aux gens que ça n'existe pas, mais que tout de même, ça se trouve dans les sous-sols des Invalides, hein, c'est à 500 mètres d'ici, à peu près. Alors, vous avez vu, nos caméras n'ont pas pu y pénétrer. On va essayer ensemble de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, au départ, qui demande ces écoutes? C'est des services, des ministères? C'est ça, tous les services, pratiquement, qui ont une mission, disons, répressive ou de renseignement, peuvent faire appel à des écoutes téléphoniques administratives. Bon. Sous couvert de leur grade hiérarchique. Alors, à ce moment-là, ils s'adressent au PTT. C'est le GIC qui prend contact directement avec les télécoms, et comme il y a les câbles spécialisés qui existent, eh bien le branchement est fait très rapidement. C'est ça. Et les PTT facturent tant pour avoir mis telle ligne sur écoute. Dans tous les genres d'écoute, les PTT facturent. Ils facturent toujours. Bon. Alors, à partir de là, toutes les conversations sur cette ligne, hop, arrivent au GIC. Alors, comment ça se présente, le GIC, quand on y entre? Qu'est-ce qu'on y voit? En fait, il y a des salles de magnétophones, effectivement, d'enregistreurs, qui tournent en permanence. Tout ça est automatique. Et puis, le matin, eh bien, il y a des gens qui arrivent, les orionneurs, pour prendre leurs bobines et puis les écouter. Bon. Et alors, ils ont ceci. Regardez bien. Ceci. Document parfaitement secret et interdit. Ils ont ceci.
Hein, c'est bien ça. Alors, vous voyez, sur cette feuille, vous avez toutes sortes d'indications au code. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pas grave, ça a un sens. Et il y en a d'autres qui le comprennent pour vous. Donc, ils écoutent et ils vont commencer à écrire là-dessus. Hein. Enfin, le code, c'est le code du service, c'est le code de la construction, donc de l'écoute. Voilà. Alors, ils n'écrivent pas tout ce qu'ils entendent, tout de même. Ah non, bien entendu, mais il y a une sélection qui est faite, il y a des enregistreurs, des magnétophones qui permettent de défiler rapidement. Donc, quand c'est inintéressant, bon, le type qui écoute passe rapidement. Et puis tout après, il fait sa synthèse, voilà. Et hop, on envoie ça au service qui l'a demandé. On ne sait plus trop où ça va. Il y a à peu près combien de fonctionnaires au GIC, en ordre de grandeur? C'est difficile à dire, mais le dernier rapport qui a été rendu public disait qu'il y avait 812 fonctionnaires qui travaillaient au GIC. Et il y a combien de lignes que le GIC peut écouter en même temps, à peu près? C'est de même très difficile à dire. Je pense qu'on pourrait dire entre 3 et 4 000. Merci, Georges Moréas. Alors, figurez-vous qu'en 1982, le gouvernement a dit, gouvernement Monroy, il faut faire la transparence. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On nomme une commission, elle est présidée par un très haut magistrat, M. Robert Schmelk, et cette commission a travaillé, a enquêté, a fait un rapport. Alors, Maître Stasi, vous faisiez partie de cette commission. Ces écoutes qui n'existent pas, vous les avez rencontrées au cours de cette enquête? Nous les avons rencontrées. Je ne dirai pas beaucoup plus que ce qui vient d'être dit. Ça, nous l'avons vu. Dites-moi, vous y avez pénétré au GIC, là où on vous a fermé la porte? Oui. Par la force des choses, nous faisions une enquête complète, il fallait que nous sachions tout. Alors, vous avez fait un rapport, et qu'est-ce qu'il est devenu, ce rapport? Je l'ai dans ma serviette, mais il est secret. Ah ben, on va en reparler. Il a été classé secret? Classé secret, à ma connaissance. Je regrette parce que je crois que nous avions très bien travaillé. Et franchement... Et nous avions proposé des choses pratiques. Alors, dites-moi, en conscience, est-ce que dans ce rapport, il y a des informations qui justifient le secret de la défense nationale? Sincèrement, non. Bah. Alors, je voulais vous l'entendre dire, ce rapport, il est là. Effectivement, je n'ai pas le droit de le détenir, c'est illégal. Vous voyez, c'est le rapport. Ce n'est pas moi qui vous l'ai remis. Non, je vous en donne acte, vous ne l'aviez pas, vous ne le trouviez plus. Voilà, alors ce rapport, c'est tout à fait illégal de le détenir, mais ça, vraiment, d'avoir classé ce rapport de secret de la défense nationale, c'est de l'illégalité pure et simple, c'est scandaleux, c'est de l'abus de secret pour couvrir des pratiques douteuses. Oui. Et en plus, franchement, ce rapport, il n'est pas tellement méchant. Je vais vous dire, par exemple, ce qu'on peut trouver en conclusion. La commission a acquis la conviction que depuis de nombreuses années, aucune ligne téléphonique appartenant à un parlementaire, à un responsable syndical ou à un journaliste professionnel n'a fait l'objet d'une mesure de surveillance ordonnée ou autorisée par le gouvernement et l'administration. Alors dites-moi, Jean-Marie Ponto, vous êtes journaliste au Point, il y a de nombreuses années déjà, vous aviez fait un livre sur ce sujet. Alors quand vous entendez ça, je vous vois, allez, vous souriez. Hein. Je souris à moitié. Je crois qu'effectivement, il y a eu un vrai effort de moralisation à partir de 82 pour éliminer les hommes politiques, les syndicalistes. Mais il y a pas un effort de transparence. Mais pas un effort de transparence. Et puis il y a, je crois, deux façons de transposer ce principe, si vous voulez le contourner. La première, c'est de tromper logique. C'est-à-dire, c'est de tromper sur la qualité de l'écouter. Vous dites, on veut écouter M. Machin pour une affaire de drogue, et on ne dit pas que M. Machin est syndicaliste ou qu'il est journaliste. Bon, alors évidemment, si c'est un homme politique très très connu, on s'en aperçoit, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas trop connu, et à ce moment-là, la logique fonctionne. Sans grande difficulté, je crois qu'ils l'ont fait assez souvent. L'autre façon, eh bien, c'est carrément dans les affaires graves de faire appel à des sociétés privées. Alors, on court-circuite le GIC et on fait appel à une société privée. Absolument. Il y a des cas assez connus. Le plus célèbre est le cas concernant le Conseil supérieur de la magistrature, c'est qui est l'organe le plus important de la magistrature. Il y avait des fuites, cet organisme, et des fuites importantes, puisqu'elles concernaient des rapports adressés au président de la République. Et on a eu un doute sur un huissier de cet organisme. Et un jour, la concierge de l'immeuble de l'huissier a découvert un monsieur dans le répartiteur téléphonique de l'immeuble. Le monsieur était accompagné de 2 anciens gendarmes et il travaillait avec du matériel qui était du matériel d'une société d'écoute qui, de temps en temps, le prêtait officiellement aux gendarmes. Donc là, on était dans un cas flagrant de violation du secret concernant la vie privée. Maître Schnerb, vous connaissez d'autres affaires du même type? Écoutez, d'abord, il y a un point qui me semble évident, c'est que ce rapport a été classé secret défense parce que sa divulgation ridiculiserait le gouvernement. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur le Président? Simplement, ce rapport n'a pas du tout été classé secret défense. C'est un rapport qui n'a pas été publié, certes, mais je vois... Non, ce n'est pas vrai. Je m'en suis assuré. Et vous avez un article qui a été publié dans le dernier Dalloz par le professeur René Coring-Joulin, qui cite
le rapport de la commission Schmelk avec un renvoi numéro 23, confère en ce sens les conclusions du rapport Schmelk, page 63, quel que soit le type, etc. Maître Stasi, vous étiez de la commission, elle a bien été classée. Nous l'avons remis officiellement aux autorités politiques. Il a été, sinon classé René Défense, classé secret défense, en tout cas classé dans un tiroir. Et en ce qui nous concerne, ça revient au même. Mais au demeurant, il y a des indications d'ordre technique qui, elles, ont été couvertes par le secret défense. C'est possible, mais et qui sont reprises dans ce rapport. Oui. Mais en tout cas, on en fait état publiquement. Mais par ailleurs, je voudrais défendre... Si M. de Closet veut savoir s'il vient de commettre une infraction... C'est ce que oui, il n'en a pas commise. Non, mais la réponse est oui, si. La divulgation d'un document secret défense est une infraction pénale. Alors, si à moins que quelqu'un veuille prendre la parole, moi je dis aucun inconvénient. De toute façon, il suffit d'en parler au téléphone pour que ça se sache. Voulez-vous dire quelque chose? Écoutez, de toute façon, ce que je vous propose, c'est de faire la meilleure utilisation possible de ce rapport. Parce qu'il y a d'excellentes conclusions à la fin. Or, moi, je pense que ce rapport... il faudrait le destiner au Premier ministre, qu'il en prenne donc connaissance et qu'il s'en inspire. Bon, alors, vous avez d'autres cas clairs, précis. Monsieur Closet, 3 mots. Vous avez fait une classification tripartite en disant écoute judiciaire, écoute administratif, écoute sauvage. Une partie du débat, pour moi, revient à dire qu'il n'y a pas 3 catégories d'écoute, il n'y en a qu'une, les écoutes illégales. Que ce soit un juge d'instruction, que ce soit une barbouze, ou que ce soit un détective privé de telle agence, vous souhaiterez, les écoutes actuellement sont exactement les mêmes, elles sont illégales. Donc, nous allons, si vous voulez, voir 3 degrés dans l'illégalité. Alors, écoutez, nous y reviendrons. Je voudrais quand même qu'on entende maintenant, venez. Monsieur Constantin Melnik, pourquoi? Parce que vous êtes le père, pas des écoutes, mais du système actuel, le GIC. C'est votre enfant, et vous ne le reniez pas, vous dites qu'il a constitué un grand progrès par rapport à la situation antérieure. Je précise, c'était en 60 et vous étiez conseiller au cabinet de Michel Debré. Oui, j'étais conseiller pour la sécurité au cabinet de Michel Debré, c'était il y a 30 ans, presque un anniversaire, et je suis assez fier de la création du GIC. Pourquoi? Parce que nous étions en pleine guerre d'Algérie, avec toutes les violences dont vous vous souvenez. Et Michel Debré était très préoccupé par le développement d'écoutes un peu policières, où chaque service de police... Un peu barbouze? Non, un peu... Il était arrivé en tout simplement une situation logique, il y avait tellement d'attentats, tellement d'événements qui se passaient, que chaque service de police avait un peu tendance à faire des écoutes tous azimuts à partir de son propre local. Alors vous avez mis de l'ordre dans tout ça. Alors donc le général de Gaulle et Michel Debré m'ont demandé de mettre de l'ordre dans tout cela, ce que j'ai fait en soumettant à la signature du Premier ministre un texte qui s'inspire de différents principes que je peux résumer maintenant pour les téléspectateurs, parce que c'est un texte qui, à mon avis, s'inspire de principes très simples. Mais dites-moi, ce texte, c'est le faire-part de naissance du GIC. Il est paru au journal officiel? Il n'est pas paru au journal officiel, ce n'était même pas un décret, mais si vous voulez... mais actuellement, personne n'en a été choqué à l'époque, parce qu'à l'époque, nous étions en 1960, et si vous voulez, il est tout à fait logique que certaines activités de l'État et de l'exécutif échappent à la législation. Vous deviez écouter le FLN. Écoutez, vous deviez écouter ses avocats. Son principal avocat, c'était Maître Vergès. Allez, il y a 30 ans, dites-moi, vous l'avez beaucoup écouté, Maître Vergès. Mais on l'a écouté, c'est tout à fait logique. Et je vais l'expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez, à l'époque, et je ne veux pas faire insulte à Maître Vergès, si vous voulez, Maître Vergès, quand il défendait un prévenu du FLN, il ne voulait pas démontrer l'innocence de quelqu'un que nous avions la plupart du temps arrêté les armes à la main. Il voulait surtout démontrer que nous avions tort. Je crois, sur le fond, Maître Vergès avait raison. Historiquement, nous avions tort. Mais c'est pas pour ça que nous aurions cessé de faire la guerre. Donc nous avons écouté la FLN. Mais dites-moi, pardon, Maître Vergès, vous saviez que vous étiez sur écoute? Non seulement je savais que j'étais sur écoute en tant qu'avocat. Et M. Melnik a l'honnêteté de vous dire que finalement, c'était mes plaidoiries qui gênaient le pouvoir. Et que sur la base de ces écoutes, on avait décidé de m'abattre. Non. Non, si vous voulez, alors je ne peux pas vous dire, on a très vite renoncé. On a très vite renoncé à votre écoute. On a décidé de m'abattre et on a renoncé. Vous êtes d'ailleurs intervenu là-dessus, ainsi que le général Grossin. Attendez, alors ça c'est un point d'histoire important. Est-ce qu'il est vrai qu'à la suite des écoutes faites sur la personne de Maître Vergès, il fut envisagé à un moment d'avoir un attentat contre lui et de le supprimer? Franchement. C'est totalement inexact, parce que si vous voulez, les écoutes même de Maître Vergès, les écoutes de Maître Vergès, si vous voulez, alors bon, ça démontre très bien le phénomène des écoutes. À quoi nous auraient servi les écoutes de Maître Vergès, puisqu'il n'y avait qu'à aller dans une salle d'audience et à l'écouter plaider? Il plaidait admirablement bien, donc on n'avait pas besoin de savoir par téléphone, par avance, ce qu'il allait plaider.
Les écoutes, par exemple, j'ai abandonné l'écoute de Maître Vergès, mais je regretterais toujours que donc, les services secrets... Sur écoute. Oui, vous avez été sur écoute, moi, on l'a abandonné très vite, parce que vous racontiez vos propres plaidoiries. Alors, aucun intérêt, excusez-moi. Bon, par contre, les services secrets ont abandonné une écoute fondamentale, et si vous voulez, moi, là, je crois qu'ils ont commis une faute, ils ont abandonné l'écoute de Ben Barka. Or, si l'écoute de Ben Barka avait été continuée, logiquement, et je vais vous montrer comment fonctionne le système de sécurité, parce que ce sont des écoutes de sécurité, c'est pas du tout pour nuire à la liberté des individus. Si on avait continué à écouter Ben Barka, on aurait trouvé qu'il avait rendez-vous avec un type douteux, Figon. À partir de Figon, on serait remonté sur Bouche Sèche, gangster douteux, et on aurait peut-être protégé Ben Barka, il aurait peut-être été encore de ce monde. L'écoute administrative est une écoute de sécurité qui porte uniquement atteinte. Il porte que sur les atteintes à la sûreté intérieure de l'État et à la sûreté extérieure de l'État. Elle ne porte absolument pas atteinte à la liberté individuelle. Ça, c'est le cadre que vous avez défini, mais vous n'avez rien défini pour vérifier qu'on reste dans ce cadre. Mais je vais vous citer un autre exemple, François de Closet, qui est quand même historique. Un exemple absolument historique. Nous parlons du FLN. Je vais parler maintenant de Dolores. Le 22 avril 1961, il y a eu un putsch, comme vous vous souvenez, à Alger. Le général Chal, le général Salam prennent le pouvoir. Fort heureusement, le ministre des Armées de l'époque avait ordonné l'écoute de tous les militaires qui étaient un peu activistes en métropole. Je tiens à dire, et ça c'est pour rassurer nos amis avocats, qu'aucune mesure administrative n'a été prise à l'égard de ces militaires, mais on a, par mesure de sécurité, on s'est dit on va les éloigner de postes sensibles. Le lendemain du putsch, qu'est-ce que nous constatons sur nos écoutes? Une gigantesque agitation de tous ces milieux. Nous lançons une opération de police. L'opération de police permet de découvrir des choses extrêmement dramatiques au domicile des gens qui avaient été écoutés. Et ça s'appelle le complot de Paris. Et grâce à la répression du complot de Paris... Il a été tué dans l'œuf par les écoutes. Il a été tué par l'œuf dans les écoutes, ce qui a évité à la France une guerre civile. Vous voyez, c'est ça la finalité des écoutes. C'est pas autre chose. Donc, mais je pense que cette finalité-là, elle n'est pas contestée. Encore faudrait-il qu'il y ait une loi pour vérifier qu'il n'y ait d'écoute administrative que dans ces cas-là et dans aucun autre cas. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on peut donner juste un autre exemple? Avant 68, l'un des hommes politiques les plus écoutés au GIC par les renseignements généraux était François Mitterrand, qui avait le poste 404, et je ne suis pas sûr que c'était tout à fait nécessaire à la sécurité de l'État. Je vous remercie. J'aimerais vous faire part de mon inquiétude. J'ai toute la sympathie du monde pour quelqu'un qui vient courageusement s'expliquer devant vous. Mais je vous indique que M. Melnik a trahi une première fois le secret des avocats en écoutant Maître Vergès, et une deuxième fois aujourd'hui celui de son institution en vous disant qu'il avait été écouté. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que quelqu'un puisse un jour appartenir au service secret, être tenu à une obligation de réserve, nous promettre devant n'importe quel objet symbolique qu'on ne parlera jamais, et puis 30 ans plus tard, on en voit un qui arrive ici et qui nous dit effectivement on l'a écouté. Alors vous comprenez, si tous les gens sont comme M. Melnik, il faut interdire tous ces services. Et je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont différents, s'il faut les autoriser quand même. Eh bien, je voudrais ajouter quelque chose qui m'inquiète également beaucoup. C'est parce qu'on parle du GIC. Et c'est vrai, nous l'avons vu et nous savons qu'il y a une réglementation. Mais ce qui m'apparaît évident également, c'est qu'il y a des écoutes administratives sauvages hors GIC. Et nous l'avons vu dans votre reportage. De toute façon, là, c'est ça qui est inquiétant. Alors, ce qui me fait penser que s'il y a un jour une loi, comme nous le souhaitons tous, et j'espère que c'est en ce sens-là que cela bougera après votre émission d'aujourd'hui, on voudrait être sûr que cette loi soit respectée par tous, y compris par le gouvernement. Alors, Monsieur Herrera, vous représentez ici le Conseil d'État. Qu'est-ce que c'est le Conseil d'État? C'est d'abord le garant des libertés individuelles face au pouvoir public, c'est aussi le conseiller du gouvernement en matière législative ou réglementaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour à la fois garder des écoutes quand elles sont indispensables pour la sécurité du pays et puis être sûr qu'il n'y a pas d'abus? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il faut d'abord une loi. Je pense qu'il faut une loi. L'objet de cette loi, ce sera de déterminer dans quel cas, dans quelles hypothèses ces écoutes seront licites. Bien entendu, ce seront les cas les plus graves, non pas en donnant dans la loi une liste de ces cas et non pas une liste d'infractions, mais en déterminant quelques grandes catégories: recherche de renseignements concernant la sécurité nationale, prévention des atteintes à la sûreté de l'État, l'espionnage, le terrorisme. Nous sommes dans un monde où notre sécurité physique est quotidiennement menacée par le terrorisme interne et externe. Tout le problème, c'est d'être sûr que les écoutes administratives n'auront lieu que dans ces cas-là. Alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une autorité indépendante du gouvernement
qui surveille ça? C'est le fond du problème. Alors, il faut des garanties. Il en faut à 3 niveaux. Au niveau de la décision, seul le Premier ministre, comme c'est la pratique actuelle, doit prendre la décision. Au niveau... Je vous rappelle qu'il y a 30 000 écoutes chaque année. Si c'est vraiment lui qui les signe dans chaque cas... Non, là, je m'inscris en faux, si vous voulez, sur le nombre des écoutes. Si vous voulez une précision de montant, et je vais encore violer le secret défense, mais au nom de l'histoire, il y avait 600 écoutes à l'époque, en pleine guerre d'Algérie, vous savez. On a fait des progrès depuis, peut-être? Non, on n'a pas fait tellement de progrès, si vous voulez. Ça ne peut pas dépasser le millier, les écoutes administratives, pour des raisons techniques. Bien, je continue, ça, je crois si que vous M. le Moret, permettez. c'est un peu romantique. Il faut des garanties au niveau de la décision. Je suis romantique, mais je maintiens mon chiffre. Il faut, disais-je, des garanties au niveau de la décision, le Premier ministre, au niveau de l'exécution, durée, nombre des écoutes, au niveau de l'exploitation, enregistrement, conservation, destruction de ces écoutes. Ces garanties à ces trois niveaux ne peuvent venir que d'une autorité extérieure à l'organe de décision, à l'organe d'exécution et à l'organe d'exploitation. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans d'autres pays à des niveaux divers. Je verrai assez bien pour ma part, ce que d'autres ont déjà suggéré d'ailleurs, une commission composée d'un nombre restreint de magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif qui serait informée du nombre annuel d'écoutes, qui serait informée des motifs des mesures ordonnées ainsi que de leur durée et qui pourrait à tout moment être saisi par toute personne s'estimant illégalement l'objet d'une telle pratique. Sur les écoutes administratives, je vous donne un exemple qui n'a pas 3 mois, et ceci concerne principalement les autorités judiciaires. Les journaux parlent en ce moment du pasteur Doucet qui a disparu le 19 juin. Or, la librairie dont s'occupait quelqu'un de ses proches était sur écoute administrative. Où est le terrorisme dans cette affaire? Où est la sécurité extérieure ou intérieure de l'État? Il s'agit d'une affaire de mœurs en principe. Il y a eu, on nous a dit que c'est réglementé. La réglementation est très large. Le directeur de la DRG à la préfecture de Paris signe son accord avec la demande que fait le responsable de la section études réservées. On transmet ceci à M. le Premier ministre et M. Potra signe son accord. Et ainsi, M. Potra, c'est la personne qui, à Matignon, qui s'occupe est chargée de cela. Et ainsi, un sex shop est, depuis la mi-juin, sur écoute administrative. Écoute que la justice ne connaît pas. Or, ces écoutes sont importantes aujourd'hui, mais en principe, elles n'existent pas. Et il existe par contre, aux renseignements généraux, oui, mais déjà, tout est faux. des comptes rendus de contrôle, avec, sur ces comptes rendus de contrôle, des conversations postérieures à l'enlèvement du pasteur Doucet, et où il est fait allusion à la présence du pasteur Doucet. Voilà dans quel état d'anarchie nous arrivons. Il y a des écoutes que l'administration fait n'importe comment, et que la justice ne connaît pas. Mais ici, je m'adresse à vous, monsieur Le Guenec. Il s'agit là d'une infraction, il s'agit là d'une violation de la loi. Qu'est-ce que l'autorité judiciaire attend pour se rendre à la place de Richard Michel, boulevard de la Tour Maubourg, et demander à ces gens du GIC d'ouvrir leurs portes et de saisir ces documents qui sont des documents illégaux? Parce qu'une chose est bien, faire des vœux pieux. Il faudra une administration, il faudra une loi, mais l'autre chose est déjà de sévir contre les infractions qui se déroulent actuellement tous les jours. Bon, mais à condition que l'autorité judiciaire en soit saisie. Oui. Vous avez dit d'ailleurs vous-même, maître, que l'autorité judiciaire ignorait... Moi, totalement. Non, vous me le signalez, je ne suis plus chargé de l'action publique, mais il est vrai que la loi interdit ce genre de pratique, aussi bien l'article 41 du Code des télécommunications. Vous n'êtes plus chargé de l'action publique. 368. Maintenant, je voudrais simplement... indiquer une chose très importante, c'est que les écoutes seront licites quand il y aura une loi. Je crois que tout le monde a apprécié ce futur simple de l'indicatif. Actuellement, elles sont tout à fait illégales. Et comme le dit mon confrère et voisin Jacques Vergès, les personnes qui se livrent à des écoutes, qu'elles soient détectives ou qu'elles soient membres du GIC, relèvent des tribunaux correctionnels. C'est sûr. Et quant à vous, Monsieur le Président, en fonction de l'article 40, vous apprenez une infraction, vous pouvez saisir le procureur. C'est pas encore jamais été une association de malfaiteurs, quand même. C'est pas encore les gens qui font des écoutes administratives qui encombrent les tribunaux. Vous savez ce que disait Alfred Hitchcock? Il disait: je n'ai rien contre la police, simplement j'ai peur d'elle. Bon, alors maintenant, je voudrais qu'on parle des écoutes judiciaires. On a vu ce qu'il faudrait faire pour éviter les débordements
débordement des écoutes du gouvernement et les écoutes de la justice. Celles-là, tout le monde est d'accord, elles existent, seulement maintenant elles sont contestées dans leur légalité même, parce qu'elles ont été condamnées, vous le savez, par la Cour européenne des droits de l'homme, d'où des rebondissements inattendus dans toutes sortes d'affaires judiciaires. C'est notamment ce qui s'est passé à Évian. Et Jean-Claude Catala va vous montrer les extraordinaires rebondissements qu'a pu avoir cette décision. Nous voyons ce reportage après cette page de publicité. Je t'envoie quand? Je t'appellerai. Bon, je vais te faire un café. Merci. Maison du Café présente un moment fort de café. Viens. On va. On va se marier. Piazza de Maison du Café, un moment torréfié à l'italienne et moulu très très fin. Créé par Philips, la technologie Blackline. Un contraste plus fort, une image encore mieux définie, encore plus lumineuse. Écran plat, coin carré FST, son stéréo 2x40 watts maxi. Et déjà 60 programmes pour chaînes câblées et satellites. Nouveau téléviseur Philips, c'est déjà demain. El Kabash, 7h45. L'information la plus claire avec Jean-Pierre El Kabash, 7h45 et 8h20 sur Europe 1. Rien à cacher? Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit de mai. Nivea Crème protège, hydrate, nourrit et préserve la jeunesse de votre peau, jour et nuit. C'est simple d'être belle. Nivea Crème, c'est comme ça qu'on t'aime. Au secours, on est prisonniers! Vite, allons-y! Là! Libérez les prisonniers! Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Moi, je te donne tout mon or. Les bâtonnets de Colin, du Capitaine Iglo, du bon poisson, pour devenir grand et costaud. Non, aucune différence. Je suis désolée, j'en vois pas. 64% des femmes pensaient qu'il n'y avait pas de différence entre les mini-lessives. Ces femmes n'ont pas encore essayé Skip Micro, la micro-lessive qui en fait autant que 5 kilos. Grâce à l'invention des microparticules, sa poudre est unique. Si fine qu'il en faut vraiment très peu. Si fluide qu'elle se dissout immédiatement. Elle libère ces microparticules qui désintègrent les taches les plus incrustées là où certaines lessives n'agissent plus. C'est ça la révolution Skip Micro. Alors à la question, pour vous Skip Micro est-elle la lessive idéale? Oui, absolument. À 87%, vous dites oui. Skip Micro, recommandé par des fabricants et par les femmes. Quand vous écrivez page 12 que la Fiat Uno a 42 800 francs et l'archétype fantasmé de la jouissance mécanique, vous êtes sérieuse? Oui. Fiat série pop, il y a moins bien, mais c'est plus cher. You got to play like you don't need the money. Like you never get hurt. You got to say nobody's watching. If you want it to work, you got to play like you don't need the money. Play like you never get hurt. You got to dance like nobody's watching. Just come from the heart. If you want it to work. Qui sait contredire sans être négatif? Qui sait être positif sans faire bâiller? C'est Christophe de Chavannes dans tous ses éclats. Montrer du doigt tout ce qui ne va pas. Prendre un rebrousse-poil sans perdre le sourire. Ciel Montmardi, l'hebdo qui n'a pas froid aux yeux, même devant les sujets chauds. Souriant, insolent, pertinent, Ciel Montmardi, c'est tout à la fois. L'actualité aux 1000 visages, c'est dans Ciel Montmardi, sur TF1. À Évian, donc, les écoutes
ont été tout à la fois l'outil qui a permis sur le plan policier de résoudre une histoire de trafic de drogue, et aussi le grain de sable qui a complètement bloqué la machine judiciaire, aboutissant à la remise en liberté de personnes qui, semble-t-il, auraient pu être confondues. Donc, nous avons voulu comprendre ce qui s'était passé. Alors là, il faut le dire, ce qui s'est passé est absolument scandaleux. Le ministère de l'Intérieur, la police, ont interdit absolument aux policiers d'avoir le moindre contact avec les équipes de médiation. Les services de la justice ont interdit à tous les magistrats de nous informer, et je dois dire en outre, et c'est peut-être le plus grave, que certaines personnes qui s'étaient exprimées ou étaient suspectées de s'être exprimées dans notre émission ont été l'objet de pression, voire de contraintes physiques. Je pèse mes mots. Il n'empêche que Jean-Claude Catala a pu reconstituer toute cette affaire. Regardez ce qui s'est passé. J'étais plutôt un dealer à l'époque, oui. J'ai vécu pendant pas mal de temps de ça. À la fin de l'instruction, on me reprochait exactement 47 grammes d'héroïne, donc une grosse partie consommée. La police parle de 400 grammes. Au total, pour les 5 inculpés de l'affaire, oui, on nous a reproché jusqu'à 400 grammes. Donc, je crois que les écoutes téléphoniques ont démarré vers le mois de mars, aux alentours du mois de mars-avril. Donc oui, ça faisait déjà 5 ou 6 mois qu'on était écoutés. Ouais. Le jour du procès, stupéfiant, le jour du procès, parce qu'on est parti à l'abattoir, un petit peu comme on emmène des voix à l'abattoir, et puis on est ressorti et on a fêté ça, quoi. Je veux dire, on est arrivé, on était sûr de passer au minimum 2-3 ans en prison, et puis on est ressorti libre, totalement libre. Voici l'homme et le dossier qui font souffler la tempête sur le tribunal de Thonon le 13 juin 1990. En quelques minutes, cet avocat commis d'office va ruiner des mois d'une enquête pointilleuse menée par les limiers du commissariat d'Évian. C'était leur première véritable affaire de stupéfiants. Pour l'occasion, ils avaient même commandé une centrale d'écoute téléphonique toute neuve. Les policiers avaient tout prévu. Tout, sauf l'extravagant épilogue d'une audience qui appartient déjà à l'histoire de la justice. Aujourd'hui, sur les rives du lac Léman, le calme est revenu. Mais la population croit tenir une preuve supplémentaire de ce que, décidément, la justice a perdu la boussole. Explication de l'avocat. Le problème ne se pose pas de savoir ce qu'il y a dans les écoutes. Le problème est de savoir si on peut procéder à ce type d'écoute dans ce type de procédure pour aboutir à une condamnation pénale. À l'unanimité, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a condamné le système législatif français et plus particulièrement, elle a indiqué que la loi française sur les écoutes téléphoniques était d'une telle imprécision que cela méritait une véritable condamnation. C'est un problème d'application de la loi internationale sur la loi nationale. On ne va pas rentrer dans les complexités de ce débat, mais la loi internationale a une autorité supérieure à la loi interne. Voilà peut-être le problème qui a amené le tribunal à prononcer la nullité des écoutes téléphoniques. Retour à la case de départ, donc. Mais les policiers ont-ils commis une bourde ou bien agi dans le cadre de la loi? Les policiers d'Évian ont simplement obéi aux ordres du magistrat instructeur qui leur avait délivré une commission rogatoire permettant des écoutes téléphoniques.
Pour la police, vous le savez, il n'y a pas de petites et de grosses affaires. Il y a des affaires réussies et des affaires ratées. Et je pense que celle-là était réussie dans le cadre de la procédure. On démarre une affaire, on ne sait pas du tout sur quoi on va déboucher. Ce qui peut expliquer que pour une petite affaire au départ, les policiers d'Évian aient mis en action disons, des moyens techniques très importants. Si important qu'il verse au dossier un autre élément douteux, cette liste de personnes fournie à la police par les PTT, des personnes qui seront à leur tour victimes des écoutes. Moi, j'ai défendu l'un d'eux, l'un des 5 qui comparaît, mais il y a au moins 45 personnes qui sont précisément dans le public, qui ne savent pas, qui ont fait l'objet d'écoutes téléphoniques dans une affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Donc, il est peut-être scandaleux d'avoir fait relaxer quelqu'un alors que peut-être il a fait des déclarations dans le sens d'une responsabilité, mais la défense ne portait pas simplement là-dessus, elle portait aussi sur la défense de la liberté dans une société démocratique, et notamment pour toutes ces personnes qui, ce jour-là, étaient absentes de la salle d'audience. Est-ce que vous croyez que votre libération, que votre relax est une décision juste? Certainement pas, au point de vue de la justice. Au point de vue de la justice, c'est sûr que qu'en étant délinquant, on doit mériter la prison en principe. En principe. Alors, vous l'avez entendu, cette surprenante décision a été donc motivée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant le système français actuel des écoutes téléphoniques. Alors, Monsieur de Maillard, vous êtes juge d'instruction à Agen. Alors d'abord, d'un mot, pourquoi la France a été condamnée? Très simplement, pas en termes juridiques. Je crois que ça a déjà été dit. Elle a été condamnée parce que la Cour européenne des droits de l'homme estime que le système juridique français d'écoute téléphonique n'est pas d'un niveau de qualité suffisante, notamment, si vous voulez, en un mot, notamment en ceci que les personnes qui sont placées sur écoute téléphonique ne peuvent pas connaître l'état du droit vu son imprécision. Et la Cour européenne des droits de l'homme pose une liste d'un certain nombre d'exigences pour que cette législation française soit conforme aux exigences de la Convention qu'elle existe, car aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de législation française. Alors vous êtes donc juge d'instruction, vous avez 6 dossiers sur votre bureau, 6 dossiers qui correspondent à l'utilisation d'écoutes téléphoniques. Du coup, vous dites, bah, c'est illégal, moi, je n'instruis plus, hop, j'envoie tout ça à la chambre d'accusation qui me dit ce qu'il doit faire, je ne veux pas continuer. C'est un tout petit peu plus compliqué que cela. C'était un peu une provocation. Vous vouliez non, c'est pas une provocation du tout. Je voudrais bien m'en expliquer justement sur ce point. La Cour européenne des droits de l'homme, au mois d'avril 90, rend ces 2 arrêts, dont celui qui concerne M. Huvig. Et la Cour de cassation, moins d'1 mois plus tard, connaissant bien sûr nécessairement l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, prend une décision contraire. Et alors là, la position des magistrats français est forcément très ambiguë. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel maître dois-je servir? Exactement. Et ma position, ça a été de dire, il faut quand même qu'on tranche ce problème. Est-ce que nous sommes, oui ou non, hors la loi? Et est-ce que c'est le système juridique français qui n'est pas satisfaisant? Ou est-ce que ce sont les juges d'instruction qui ordonnent des mesures illégales? Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans 3 cas sur 6, la chambre d'accusation vous a pratiquement suivi, et que donc maintenant ces affaires sont à la Cour de cassation qui aura à en connaître. Alors, dernière question. Vous, personnellement, vous êtes d'accord avec l'utilisation d'écoutes téléphoniques judiciaires? Et moi, je suis un chaud partisan des écoutes téléphoniques. Je crois qu'elles sont tout à fait nécessaires et indispensables. Et c'est pour cette raison même, d'ailleurs, que j'ai saisi la chambre d'accusation pour que le dossier soit tranché et que nous sachions une fois pour toutes à quoi nous en tenir. Et si le juge français, si les tribunaux français ne peuvent pas, en l'état du droit, poser les règles qui sont nécessaires pour qu'on puisse faire des écoutes téléphoniques, il faut que ce soit le législateur qui le fasse. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Alors, M. Régrebelet, vous êtes substitut à Paris. Vous avez beaucoup d'affaires de drogue sur les bras, proxénétisme, choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire si on vous supprime les écoutes téléphoniques? Il faut dire simplement que si on supprimait, je dis bien si on supprimait les écoutes téléphoniques, les contentieux les plus difficiles, les bandes les plus organisées
les trafiquants qui évoluent à un niveau international se verraient garantir l'impunité. Pour vous, vous perdez toute efficacité contre le crime organisé si vous n'avez plus les écoutes. Il faut dire ceci, l'écoute téléphonique, s'agissant d'une délinquance organisée par des bandes, organisée bien sûr, la délinquance qui est transfrontière peut être appréhendée, c'est un moyen d'investigation comme les autres, mais qu'on ne peut négliger par les écoutes téléphoniques. Bon. Alors, Monsieur Brier, je voudrais, oui, pardon, je voudrais qu'on donne la parole aux policiers. Un tout petit mot pour compléter ce qu'a dit mon collègue. Il est exact que les écoutes téléphoniques sont de plus en plus nécessaires compte tenu de l'évolution des formes de délinquance moderne et que c'est un outil de travail absolument indispensable pour les magistrats. Et c'est pour ça qu'il est important que le plus vite possible, nous ayons une réglementation, une législation cohérente. Bon, alors, Monsieur Brier, vous ne représentez pas le ministère de l'Intérieur. On a vu qu'il n'est pas là, il est dans la chaise vide. Mais vous représentez tout de même 70 000 inspecteurs de votre syndicat autonome. Et en tant que policier, vous êtes d'accord, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Si mais ce qu'il faudrait oreilles, dire quand même, parce que là, j'ai été un peu choqué par ce que j'ai entendu, c'est qu'on assiste à une véritable prolifération des écoutes judiciaires. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y en avait quasiment pas. Et puis on arrive à un phénomène extraordinaire. Pourquoi? Bien, à l'origine, le magistrat d'abord ignorait, comme nous l'a rappelé M. le procureur général, ignorait en grande partie qu'elles existaient. Il y avait quelques écoutes administratives sur le grand banditisme, par exemple, mais il n'y avait pas d'écoute vraiment judiciaire. Alors, on pouvait penser que le fait que ça soit placé sous le contrôle d'un magistrat garantisse, eh bien non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération. Pourquoi? Je vais m'en expliquer. Il y a une prolifération. Et le magistrat ne peut pas contrôler physiquement l'écoute. Elle se déroule soit dans la gendarmerie, et je souligne d'ailleurs que c'est plutôt dans les gendarmeries, parce que les gendarmes, eux, n'avaient pas d'écoute administrative. Alors ils étaient un petit peu brimés, et puis ils se sont dit, on voudrait bien nous aussi pouvoir écouter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les juges en disant, monsieur le juge, on a un tuyau sur telle affaire, aidez-nous, donnez-nous une commission rogatoire. Bien. Seulement, certains magistrats, ils sont allés très largement. Et sont devenus très friands, comme le disait monsieur, des écoutes téléphoniques, parce que c'est un petit peu... Il y a une certaine perversité aussi, hein, on écoute, c'est intéressant. Et alors, on est arrivé à des choses absolument aberrantes. Je connais un magistrat, juge d'instruction, actuellement, qui lui délivrait des commissions rogatoires générales sur les écoutes, en disant, écoutez, vous pouvez écouter qui vous voulez, allez-y, pas de problème. Et j'avais personnellement refusé un jour à un magistrat une telle commission rogatoire en disant, monsieur le juge, non, mettez-moi au moins le numéro du téléphone de la personne que vous souhaitez que j'écoute. Parce que je me vois mal utiliser ensuite cette commission rogatoire pour placer sur écoute n'importe qui. Georges Moréas, je crois que dans votre livre, vous le dites aussi, vous êtes d'accord? Complètement. Moi-même, j'ai eu des commissions rogatoires générales il y a quelques années pour faire des écoutes téléphoniques. Oui, ça s'appelle bien une commission en blanc. Oui. Vous m'avez même dit qu'il y a un magistrat... Pas en blanc. Enfin, ils ont une commission rogatoire d'un type général, c'est-à-dire qui permet des investigations très larges. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de loi. On les annule, celle-là. Oui, mais absolument, les générales sont annulées. Mais vous savez parfaitement. C'est de l'anecdote. C'est anecdotique. Absolument pas. Si, c'est anecdotique. Ce n'est pas le fond du problème. Désolé, vous nous avez fait passer tout à l'heure un reportage sur l'affaire Devian. L'opinion publique, d'ailleurs, regrette que les inculpés aient été libérés à la suite de la décision de la chambre du tribunal correctionnel. Mais là, le système a parfaitement fonctionné. Il y a eu un abus dans l'utilisation par le juge d'instruction d'écoute téléphonique et le tribunal correctionnel en a tiré la conséquence. Il a annulé la procédure et il a protégé, au sens de l'article 8 de la Convention européenne, le droit des trafiquants de drogue qui reconnaissaient l'être et qui reconnaissaient qu'ils auraient mérité d'être condamnés. Donc il y a un système il n'y a pas de loi. C'est sûr, mais il est faux de dire que la France était condamnée par la Cour de Strasbourg, puisque la Cour de Strasbourg a considéré que l'article 80 du Code de procédure pénale et la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est la Cour suprême en matière pénale dans notre pays, constituait une base légale autorisant les écoutes sous réserve d'un manque de qualité, de certains détails dans l'exécution et dans la prévisibilité, comme dit la Cour de Strasbourg. Attendez, alors là, je voudrais... Il y a deux points. Attendez, on met de l'ordre, je veux que les téléspectateurs comprennent bien. Il faudrait parler dans l'ordre. Bon, premier point, vous dites que le système est contrôlé, sauf quelques bavures. Quand il y a des bavures, il y a une sanction. Est-ce que vous, Moréas, vous êtes d'accord? C'est-à-dire le magistrat... Ce diagnostic... Le magistrat instructeur ne peut pas contrôler... Oui, mais dans la réalité...
Il y a un contrôle pour certains magistrats, le contrôle existe. Il faut dire. Non, si vous voulez. Monsieur Brier, vous êtes d'accord sur le diagnostic, bon contrôle sauf bavure sanctionnée? Non, pas bon contrôle. Non, pas bon contrôle. Je suis désolé. Nous voulons, je représente des inspecteurs, pas 70 000, environ 15 000, qui sont en majorité des officiers de police judiciaire. Des officiers de police judiciaire et qui sont extrêmement légalistes. Ils veulent travailler dans un cadre légal. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les écoutes administratives, je suis désolé de revenir, mais juste une seconde, eh bien, eux qui sont OPJ, comme on dit, eh bien, les forcer à travailler de façon illégale, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils préfèrent un cadre légal. Dans ces affaires-là, bien sûr qu'elles sont indispensables maintenant, les écoutes téléphoniques. C'est une arme pour lutter contre la drogue, contre le terrorisme, le banditisme, etc. Mais nous disons ceci, les magistrats ne contrôlent pas, certains d'entre eux, ne contrôlent pas suffisamment. Le contrôle, il est simple, il est de dire, vous me faites un procès-verbal relatant l'intégralité des conversations et vous me saisissez la bande. Là, c'est clair. Et beaucoup de magistrats, fort heureusement, procèdent de la sorte. Mais il existe aussi des magistrats qui laissent un peu traîner, qui laissent les policiers ou les gendarmes. Et là, on risque d'avoir des débordements. Maître Vergès, vous disiez qu'il veut faire des manipulations. Un policier peut faire une manipulation à partir d'écoute. Mais je voudrais dire ici que je suis d'accord avec ce que dit le représentant des policiers. Dans les trois avocats sont d'accord. Oui, dans ces histoires d'écoute, dans ces histoires d'écoute, en fait, on fait porter le chapeau aux policiers, mais ce sont les juges qui donnent aux policiers des commissions rogatoires trop larges. Mais je suis d'accord avec et vous, les mais juges, tout à fait, il et faut les juges l'éviter. ensuite n'exercent pas de contrôle. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des dossiers? C'est le policier ou le gendarme qui écoute. Il a les bandes magnétiques, il fait les morceaux choisis, il transmet au juge les morceaux choisis. Et le juge se contente de cela. Je vous donne un exemple, vous protestez, je vous donne un exemple à Paris. Je proteste, car c'est pas du tout la pratique judiciaire. À partir de quelques exemples justement sanctionnés par les juges, il ne faut pas dire aux téléspectateurs que les juges délèguent des commissions rogatoires en blanc, que les juges ne suivent pas l'exécution et leur délégation judiciaire. On ne peut pas dire ça. Il est certain, je m'excuse, il est certain, Maître Schneider, s'il vous plaît, je vous donnerai un exemple. Dire que les juges d'instruction avec lesquels je travaille, je ne peux parler que de moi, je ne peux pas parler de Thonon-les-Bains. Vous tenez vos policiers, vous dites. Je ne tiens pas mes policiers, mais je travaille avec des juges d'instruction qui font quoi? Saisie d'un crime ou d'un délit portant atteinte à l'ordre public. C'est peut-être un critère un peu flou, mais le trafic de drogue, jusqu'à plus ample informé, porte atteinte à l'ordre public et même à une société. En étant bref. Il donne des commissions rogatoires à des officiers de police judiciaire en libellant, je vous prie de le croire, avec beaucoup de soin, leur mission. J'ai bien l'honneur de dire comment seront faites, comment sont retranscrites les écoutes. Elles sont faites sous le contrôle du juge, lequel parfois même se déplace. Cela se passe, par exemple à Nanterre maintenant, mais rue du Faubourg Saint-Honoré. Je voudrais terminer en disant que ce soit pour les écoutes administratives, pour les écoutes judiciaires, il y a des règles qui ne sont pas légales, mais des règlements qui, s'ils étaient appliqués, sont parfaits. Mais ils ne sont pas appliqués. Monsieur le procureur dit que tout se passe bien dans le meilleur des mondes qui est le sien. Je parle maintenant. Je donne un exemple. J'ai défendu un avocat devant la 17e correctionnelle à Paris. Le tribunal correctionnel a annulé la procédure parce que le tribunal correctionnel estimait que les écoutes n'avaient pas été contrôlées par le juge. En effet, le juge n'avait pas les bandes magnétiques et il n'avait pas fait le contrôle, le choix des passages. Eh bien, la Cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal correctionnel. Donc... Et la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, écoutez, on a acquitté mon confrère sur une autre base. On a dit que les écoutes ne valaient pas tripette. Nous n'allions pas faire recours en cassation. Mais ceci veut dire qu'au niveau du tribunal, on a sanctionné des irrégularités que monsieur le procureur conteste dans leur existence. Le tribunal a constaté l'existence de ces irrégularités, mais la Cour d'appel a admis que c'est irrégulier. Il y a un élément d'information qui manque aux téléspectateurs. Je crois que nous partons sur un faux débat. Qu'est-ce qui autorise la justice à procéder à des écoutes? Tout de même, voilà, regardez bien, c'est dans le code pénal, ceci. Ceci, c'est-à-dire tous les moyens pour la manifestation de la vérité. Remarquez bien que ça pourrait aussi signifier l'utilisation du pain total ou je ne sais quoi. Mais, et conformément à la loi. Mais on est bien d'accord, il n'y a pas de loi. Il y a simplement la Cour de cassation qui contrôle
ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Alors moi, je vous pose la question toute bête, est-ce que ce ne serait pas plus simple, M. Herrera, de faire ce que demande la Cour européenne, c'est-à-dire de faire une loi pour dire dans quel cas, selon quelle procédure, c'est admissible ou pas. Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut une loi pour les écoutes judiciaires. D'abord, pour donner ce droit au parquet et à la police pour l'enquête préliminaire, puisque la Cour de cassation a déclaré il y a un an que les écoutes faites par la police à l'enquête préliminaire n'avaient aucune base juridique. Bien, à l'heure actuelle, donc, le parquet est sans droit. Deuxièmement, il faut préciser pour le juge d'instruction quelles sont les limites et quel est le contenu de ces droits. Mais je prends un exemple, M. Herrera. Et ça, seule la loi. Cet article, Oui. on a le droit de faire des perquisitions, d'accord, mais il y a une loi qui dit précisément dans quelles conditions, avec quelles garanties. Pour les écoutes, on se base là-dessus et il n'y a aucune loi qui dit quelles sont les limites. C'est bien le problème. Je constate simplement que nous sommes ici, et je voudrais qu'on n'oublie pas que les avocats, eux aussi, estiment qu'il faut poursuivre le crime. Et qu'ils considèrent également que les écoutes téléphoniques sont nécessaires. Ça, c'est un point acquis. Cependant, dans quel cadre? Dans un cadre qui soit clair. Et rien ne peut être plus clair que la loi. La jurisprudence, elle est variable, même celle de la Cour de cassation. Et elle n'est pas accessible. Qui la connaît? L'adage dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Je n'ai jamais entendu dire « nul n'est censé ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre criminelle ». Alors que les choses soient claires, il suffirait, en matière administrative comme en matière judiciaire, et ça serait beaucoup plus clair, qu'on s'entende pour faire une loi, nous serions les premiers à ce moment-là à veiller à leur exécution, en défendant les droits de la défense, bien sûr. Mais la justice serait mieux rendue. C'est aussi simple que cela. Bien sûr que c'est, mais je suis de votre avis, monsieur le bâtonnier. Je peux quand même parler un peu. Bon, je suis tout à fait de votre avis, monsieur le bâtonnier. Et il est souhaitable, c'était d'ailleurs la conclusion de la commission de monsieur Schmelk, qui sont cités dans le Dalloz du 26 juillet dernier. Je ne lis pas un document secret défense. Quel que soit le type d'écoute téléphonique, les propositions que la commission est appelée à formuler ont un dénominateur commun, à savoir la nécessité de la soumission au Parlement d'un projet de loi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, mais il se trouve que cette loi n'existe pas. En attendant, je parle des écoutes judiciaires, en attendant qu'une loi soit votée, je n'ai pas l'initiative de la loi, vous non plus. Bon, en attendant que la loi soit votée, il y a les principes généraux du droit, il y a l'article 8 de la Convention européenne, il y a les décisions de la Cour de justice et droits de l'homme, mais il y a aussi l'élément principal, c'est que les droits, les règles protectrices des droits ou les règles qui sont destinées à protéger la liberté individuelle n'ont pas pour objet non plus de laisser impunis les malfaiteurs. Bon, et actuellement, la jurisprudence s'élabore de façon que, et ce que disaient mes collègues du siège ou du parquet, les juges d'instruction commettent parfois des excès, c'est ce que disait aussi le représentant de la police, et bien ces excès sont sanctionnés par les juridictions supérieures. On a très bien compris que la Cour de cassation, pas simplement la Cour de cassation, le tribunal avec un texte législatif complètement insuffisant. Oui, avec un article 66 de la Constitution également, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés. Monsieur Herrera, une conclusion? C'est la sécurité juridique de tous, celle des citoyens, celle des magistrats du parquet, celle des magistrats qui jugent, celle des services de police qui les aident, qui exige aujourd'hui qu'une loi définisse pour le parquet comme pour les juges d'instruction le contenu et les limites de leurs droits. Ce serait entretenir un flou dangereux et nocif pour l'œuvre de justice que de perpétuer l'état actuel, et cela, nul ne peut le souhaiter. Les juges peuvent faire beaucoup de choses, ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas, sur ce point, pas plus que pour la garde à vue, pas plus que pour les perquisitions et les saisies, se substituer aux législateurs. Je vous remercie. Alors, problème des écoutes judiciaires, voyez tout ce flou, mais alors, et l'actualité l'a bien montré avec cette affaire Century, le problème, c'est maintenant les écoutes sauvages. C'est qu'il se crée des officines qui vous vendent de l'écoute. Et regardez les résultats. Vous voyez, par exemple, avec nos plaignants. Madame André, alors vous êtes médecin? Oui. Bon. Et puis vous avez été écouté par mon mari au moment de nos divorces. Oui, mais alors dites-moi, un médecin qui est écouté, ça veut dire qu'on entendait aussi toutes sortes de choses? Tout était enregistré, oui. Le secret médical. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Bon, alors, votre mari... C'était pas fait dans ce but-là, mais... Oui, mais le résultat. Bon, votre mari s'y prenait mal, vous avez eu la puce à l'oreille, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, bon, d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à m'en apercevoir, parce que j'ai mis quand même 1 an avant de faire la preuve. Ouais.
Et donc au bout de 6 mois, quand même, j'étais à peu près persuadée que c'était le cas. Alors j'ai demandé à un technicien des télécoms de venir vérifier. Bon, alors il est venu vérifier. Bien sûr. Et il est reparti en me disant, bah, écoutez, que non, je me faisais vraiment des idées, qu'il n'y avait pas d'écoute vous en êtes téléphonique. compte. Les gens des PTT l'avaient pas C'est parce qu'ils avaient recherché, je crois, des moyens très sophistiqués. C'est-à-dire, vous me parlez de fiches, de je sais pas quoi, là. Et c'est alors un que moi, ami c'était qui tout finalement simple. l'a trouvé. Tout à fait, voilà. Au cours d'une conversation, il m'a dit, mais si, un écoute dans un téléphone, c'est très très facile. Il suffit d'ouvrir le combiné, de sortir, etc. Voilà. Bon. Et donc, j'ai fait constater par la police. Voilà, c'était très simple. Bon. Et votre mari a été condamné? Oui. Bon, alors, monsieur Bess, vous étiez industriel, vous demandiez, vous êtes en rivalité avec une autre société, vous avez des affaires en concurrence déloyale, etc. Vous dites, comment se fait-il que eux soient toujours au courant, hein, et puis, par hasard, vous avez découvert le poteau rose. Nous n'avons qu'un seul concurrent français, c'est la société Pierre, qui porte un nom prédestiné. Oui, il faut dire... Parce que notre créneau est très étroit. Vous avez vous-même été condamné par rapport à eux dans une affaire de concurrence. Oui, ça, on peut en parler, c'est autre chose. Mais donc, comment vous avez découvert le poteau rose? Et c'est pas nous qui l'avons découvert. Nous vivions dans l'angoisse, nous perdions toutes nos affaires. Nous avons demandé une ligne rouge pour ne pas figurer dans l'annuaire. Et c'est les télécoms qui ont découvert un micro-émetteur branché dans l'armoire de sous-répartition dans lequel il y a 800 abonnés qui sont raccordés. Bon. Alors vous avez porté plainte? Ils ont donc prévenu la police et ils nous ont prévenus et nous avons porté plainte, bien entendu. Vous avez porté plainte. Ça a duré depuis combien de temps cette histoire? 3 ans. Et ils ont été condamnés? À 20 000 francs. 20 000 francs. Monsieur Brie, ce qui est quand même scandaleux, c'est de voir, on l'a vu dans l'affaire Century, que les pouvoirs publics connaissent ces officines, les pouvoirs publics les utilisent, et que parfois il y a des policiers en exercice qui font des heures supplémentaires dans ces officines. Oui, ils nous font de la concurrence déloyale d'ailleurs, si je puis me permettre ainsi. Mais ce que je voulais dire, c'est une boutade, ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, depuis une dizaine d'années, ce développement est considérable. Et ça a commencé de la façon suivante, c'est que la police elle-même était écoutée. Et il a fallu dépenser des sommes considérables pour crypter nos communications radio, parce que les malfaiteurs achetaient des scanners, notamment en Suisse, maintenant ils en vendent en France, et vous pouvez en acheter un, vous pouvez écouter qui vous voulez. Alors ça, c'est très grave, et maintenant vous avez des gens qui en vivent, l'affaire de la Century le montre. Bon, vous aviez effectivement un policier qui, après 6 heures de travail, faisait un peu des heures supplémentaires, c'est absolument condamnable, et je crois que ça montre bien qu'il faut absolument légiférer, et qu'il faut réglementer la vente de ces matériels, parce que c'est ça le problème. Parce que avec la technologie, il y a certains petits matériels, ça devient vraiment des armes en matière de communication. Tout à fait, absolument. Et il faut empêcher que les gens, on réglemente bien la vente des armes. Bon, eh bien vous savez, les écoutes téléphoniques, elles peuvent faire des fois plus de mal qu'une arme. Vous avez des gens qui en souffrent, et des gens qui se suicident après. Eh bien, je crois que là, il est temps d'intervenir, il est temps de réglementer. Nous souhaiterions que ces officines, que ces gens qui font de l'argent sur ces choses-là soient condamnés, en tout cas que des règlements, que des lois puissent nous permettre de cette répression. Bon, alors, vous le voyez... Oui, pardon. Il y a une bizarrerie en France. En Allemagne et en Belgique, le matériel d'écoute téléphonique est interdit. En France, il est autorisé à la vente, mais interdit à l'utilisation. Bon, alors, vous le voyez, il y a maintenant partout des officines qui vendent de l'écoute, et ça s'est énormément développé, et vraiment, ça nous menace tous. Alors, à ce stade, vous l'avez compris, il faut faire bouger les choses, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger le gouvernement, reculer, hélas, le gouvernement pour faire avancer le droit. Pour ça, eh bien, il faut que la presse s'y mette, mais on a besoin aussi de l'opinion, c'est-à-dire de vous. Alors, je vous demande de vous prononcer sur 2 questions. Hein. La première, est-ce que la raison d'État justifie que le gouvernement ait refusé de venir s'expliquer ce soir? Deuxièmement, estimez-vous qu'il est nécessaire de faire une loi pour réglementer les écoutes téléphoniques? Alors, bien sûr, vous êtes habitués, hein, si vous avez le Minitel, vous nous appelez par le 3615 TF1. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi maintenant nous appeler par téléphone pour vous prononcer. Le téléphone, je vous le donne, vous le voyez, il s'inscrit, 36 65 40 45, notez-le bien. Et comprenez, il faut que vous soyez très nombreux, car c'est l'opinion publique qui doit maintenant faire pression pour débloquer cette situation. Alors, à ce stade, normalement, à médiation, nous appelons, vous le savez, le gouvernement, le ministre pour s'expliquer. Évidemment, il n'est pas là. Seulement, le pouvoir politique, c'est pas seulement le pouvoir exécutif, c'est aussi le pouvoir législatif. Et tout au long de cette émission, qu'est-ce qu'on a dit? Faut faire des lois. Et qui fait les lois? C'est le Parlement. Alors, nous avons demandé à 2 membres de députés que j'accueille maintenant et que je remercie de nous avoir
s'être joint à nous Monsieur Jacques Toubon, député RPR, bonjour, Monsieur Michel Suchot, député socialiste. Alors, tout de suite, messieurs, une première appréciation. Vous trouvez que ça donne une image flatteuse de la France que vous écoutez depuis une heure? Ça donne pas une bonne image, mais ça donne une bonne image de la situation. Je crois que c'était une émission réaliste. Ça donne aussi une bonne image de la démocratie, parce que je crois qu'il y a quelques pays au monde auxquels on pense tous où un débat comme ça ne se passerait pas sur les téléviseurs. Bon, alors franchement, est-ce que la France peut continuer à ignorer les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme et pof, alors maintenant, tous les 3 mois, on va se faire clouer au pilori? Mais je crois qu'on l'a bien expliqué tout à l'heure. C'est pas tellement ça le problème, parce que la Cour de Strasbourg, c'est pas une sorte de tribunal d'appel. Nous avons dans notre droit des principes pour ça. L'article 9 du Code civil qui dit qu'on protège la vie privée de manière générale. Donc, il faut appliquer ces principes et il faut donc faire une loi précise, comme le demande la Cour de Strasbourg. Vous êtes bien d'accord qu'une meilleure réglementation, ça paralyserait pas la DST, la police et tout ça? Bon, à mon avis, elles peuvent vivre avec une meilleure réglementation, ça c'est sûr. Bon, au contraire, je pense même que l'affaire Devian a bien montré que si on fait une loi, ça permettra à la police d'agir légalement et donc de mieux pourchasser le crime. Bon, alors messieurs, est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un débat sur les écoutes téléphoniques sérieux au Parlement? Plus qu'un débat. Un débat, c'est très bien, mais il faut que le débat soit conclu par une loi. C'est ça qu'il faut faire. Alors justement, attendez. Oui, je dois vous dire, vous parliez du gouvernement tout à l'heure, je dois vous dire aussi que, bon, on se fait ici, apparemment vous en tout cas, une très haute idée de la loi. Il faudrait aussi qu'elle soit parfois appliquée. Par exemple, dans les écoutes privées, à l'instant, là, on parlait de tout ce qui se passe. Mais il y a une loi. Ça peut aller jusqu'à 2 mois de prison, 2 ans de prison, 60 000 francs d'amende. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on passe devant les tribunaux pour des écoutes privées, que ce soit industriel ou vie privée, divorce, c'est vrai que la loi de 70, la loi de 70, c'est pas appliquée. C'est pas sévèrement réprimé. Ah, mais pas alors, du tout, non. Écoutez, alors que la loi existe. Là, je voudrais, juste pendant une petite minute, là, qu'on fasse un petit rappel historique, hein. Vous allez voir, sur ce problème, Richard Michel nous montre ce que les hommes politiques, les chefs de gouvernement ont dit sur les écoutes téléphoniques depuis quelques décennies. Regardez, ça vaut le coup d'œil dans le rétroviseur. 1974. Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République, déclare « Il faut supprimer les écoutes si elles existent ». 1975. Jacques Chirac, Premier ministre, promet de mettre en chantier un nouveau texte de loi. On ne le verra jamais. 1977. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, péremptoire, estime que la règle, c'est la suppression des écoutes avec des dérogations précises. 1980. Alain Peyrefitte, ministre de la Justice, nie une partie de la réalité. S'il s'agit d'écoutes qui sont décidées par le juge, dit-il, il y en a. En dehors de ces écoutes légales, il n'y en a pas. 1981. La gauche arrive au pouvoir. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, fait à son tour des promesses. Il faut en finir pour toujours avec les écoutes, déclare-t-il fermement. La même année, Pierre Mauroy, Premier ministre, réaffirme la primauté du droit en matière d'écoute téléphonique. Il met en place une commission d'enquête dirigée par Robert Schmelk, premier président de la Cour de cassation. Mais le rapport que cette commission a remis en 1982 à Pierre Mauroy restera dans le fond des tiroirs du Premier ministre. Alors, franchement, comment vous expliquez que depuis 30 ans, tous les gouvernements disent « oui, ça y est, on va faire quelque chose » et qu'ils ne fassent rien? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je pense que ce qui bloque, c'est que c'est une sorte de problème culturel, je dirais. Je pense que le pouvoir, tous les pouvoirs, ont le sentiment que si peu que ce soit, ils se séparent de quelque chose qui peut être leur pouvoir, ça va leur échapper. Je pense que c'est vraiment le problème du pouvoir. Oui, Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut simplement prendre le taureau par les cornes et prendre ses responsabilités. Je regrette, on a parlé de la commission de 82 comme Maître Stasi qui en faisait partie. Moi aussi, j'en étais membre au titre du Parlement. Je regrette beaucoup que les gouvernements, depuis 8 ans, n'aient pas donné suite. Il y avait un avant-projet de loi à la fin du rapport. Si j'ose dire, le travail était fait. Oui, je crois que le gouvernement craint toujours qu'on le dessaisisse de cette procédure qu'elle écoute. Alors, il faut que vous vous rendiez compte, parce qu'on insiste plutôt dans votre émission sur le deuxième volet, que tous les gens qui ont exercé des responsabilités ministérielles souhaitent
avoir cette possibilité. Vous parliez de Giscard d'Estaing il y a quelques instants. Son ministre Christian Bonnet déclare « Aucun gouvernement ne peut se passer des écoutes. Qu'on les renforce, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. » Alors, ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'il peut y avoir écoute et réglementation des écoutes. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des conditions précises pour la mise en œuvre, pour le déclenchement, pour le contrôle, pour les sanctions, et que le gouvernement